Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au comptoir du jeudi, édition spéciale, le MOOC s'invite au comptoir. Bonjour Raphaël. Merci d'avoir accepté mon invitation. Raphaël, tu es chercheur, enseignant et entrepreneur avec Trendy. Ton domaine, c'est les sciences cognitives. Tu vas nous parler de l'évolution de la posture du formateur et de son accélération provoquée par l'IA. Et tu nous proposeras un test pour nous aider à nous situer dans la transition entre le formateur et le formateur facilitateur. Merci beaucoup. Nous sommes partis pour 1 heure d'intervention. Je te laisse la parole. Merci Raphaël. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Donc oui, Raphaël Grasset, donc moi je suis chercheur et entrepreneur dans le domaine des sciences cognitives. Ça fait une quinzaine d'années que j'étudie comment les gens apprennent et comment les aider à mieux apprendre. Et chez Trendy, donc, on crée des solutions pour faire le pont entre les sciences cognitives dans la recherche, où parfois les chercheurs sont un peu trop dans les tours, et puis le terrain, le concret, où les gens ont rarement le temps de prendre du recul et de suivre un peu ce qui se fait de bien en recherche. Et donc, j'essaie de faire le pont entre les deux en proposant des outils et des méthodologies d'apprentissage et de formation. Et donc aujourd'hui, je viens à l'invitation de Brieux, merci encore, vous parler de posture pédagogique. J'ai fait une petite étude sur le sujet l'année dernière. Et on va faire un petit peu le lien aussi avec l'autonomie des apprenants et l'intelligence artificielle. Mais on va principalement rester aujourd'hui sur la posture. Donc merci d'avoir pris un moment sur votre pause déjeuner pour écouter ce sujet et puis participer un petit peu. Donc entre deux coups de fourchette, je vous proposerai de passer à un petit questionnaire pour vous positionner. Voilà très rapidement ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Un premier point, le changement de posture, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait plus de 40 ans qu'on en entend parler. Il y a eu des influences de différentes orientations, entre autres par exemple par les pays nordiques qui ont une vision assez collective des choses, qui ont déployé ces idées de facilitation, de co-construction, etc. On a des influences aussi asiatiques. Pour ça, je vous renvoie vers la vidéo qui avait été faite avec Denis Christol, qui peut parler de ces sujets-là aussi en termes de facilitation, pour vous retracer un peu l'historique. Mais globalement, c'est vrai que dans tous les cas, il y a une évolution du rapport au savoir qui vient influencer cette posture. Entre autres, le fait que la durée de vie d'une compétence diminue un petit peu comme neige au soleil. Vous voyez, en 2021, on était sur 2 ans de durée de vie, alors qu'on était plutôt sur une trentaine d'années dans les années 80. Et encore, on est plutôt sur du 8 mois dans tout ce qui est lié au digital. Donc ça va très très vite. Et on peut voir un peu un phénomène en parallèle aussi, le fait de déporter une partie de sa connaissance à l'extérieur de soi, ce qu'on appelle la mémoire transactive, qui s'accélère. Alors on le faisait déjà hein, il y a quelques millénaires sur les murs des cavernes avec les peintures rupestres. Ensuite il y a eu les livres. Ensuite, il y a eu Google et aujourd'hui, il y a ChatGPT. Le problème, c'est que on déporte de plus en plus de connaissances en dehors de soi. La connaissance est accédée en tout cas le savoir plutôt que la connaissance, est accédé en dernière minute, juste au moment où on en a besoin, du just-in-time learning. Alors, est-ce qu'il y a vraiment de l'apprentissage dans ces moments-là? C'est une vraie question parce que la compétence, justement, elle se construit sur le long terme. Donc, on voit en tout cas cette tendance qui fait que le savoir est de plus en plus appréhendé comme une commodité qui est à utiliser sur un moment donné. Et donc on ne cherche pas forcément à le stocker en soi. Et une grande vision qu'il y avait jusqu'à présent quand même de la formation et de l'éducation, c'était quand même d'être des passeurs de savoir, des transmetteurs de savoir. Un peu l'image accélérée du professeur arrosoir et de l'élève pot de fleurs qui reçoit le savoir du maître. Donc voilà, ça c'est des visions un petit peu passéistes, on va dire, hein, mais qui sont questionnés par ces évolutions. Justement, j'ai repris ce schéma qui est basé sur le triangle de Husserl et qui montre en fait justement la relation du formateur avec les autres composantes de la situation pédagogique, que sont l'apprenant et le savoir principalement. Donc bien évidemment, tout le monde connaît la pédagogie, la relation entre le formateur et l'apprenant, comment est-ce qu'on va gérer une évolution de groupe, la dynamique de groupe, la motivation d'un apprenant, etc. On peut aussi connaître la didactique, donc la relation entre le formateur et le savoir. Comment est-ce qu'on va formater des savoirs mathématiques, sportifs, musicaux, c'est pas du tout la même chose. Et puis il y a la relation mathétique, qui est un peu moins connue, qui est la relation entre l'apprenant et le savoir, toutes les stratégies cognitives et métacognitives qu'une personne va mettre en place. J'ai rajouté les ressources et le support parce que là on parle d'IA un petit peu et effectivement aujourd'hui on a de plus en plus d'IA qui sont là en soutien du formateur et de l'apprenant. Et par rapport à la slide qu'on a vue juste avant, ce qu'on voit c'est que la relation pédagogique qui était très marquée, très utilisée jusqu'à présent, finalement les apprenants en fait ont l'impression en tout cas d'avoir de moins en moins besoin de leur formateur et ils ont de plus en plus d'outils pour se relier directement au savoir.
Ça ne veut pas dire qu'ils en développent une compétence, mais en tout cas, ils arrivent à se relier au savoir de plus en plus facilement avec tous les outils qui sont mis à disposition. Et finalement, le formateur qui avait différentes fonctions, didactiques, pédagogiques, support, etc., bah, la nature de ces fonctions change, puisqu'il y a certains outils qui viennent remplacer une partie du travail du formateur. Alors pas tout, hein, bien évidemment, ou en changer la nature. Et donc, l'apprenant va changer son rapport au savoir et forcément, ça va changer sa relation avec le formateur. Donc, par transitivité, ça va changer la posture du formateur. Ça va la faire évoluer. Ou en tout cas, ça demande une nécessité d'évolution. Ça ne veut pas dire que tous les formateurs vont le faire, ça c'est une autre question qu'on pourra aborder, mais toutes ces évolutions de société, ces évolutions technologiques, tout ça vient questionner justement donc la posture du formateur et comment est-ce qu'elle peut évoluer. Bah, c'est ce que disait Brieux en fait, donc là moi je vous remets un peu le schéma d'une masterclass que j'ai montée qui s'appelle facilitateur d'apprenance. Donc l'apprenance c'est un ensemble de dispositions favorables à l'acte d'apprendre, c'est une attitude si vous voulez positive pour l'apprendre, de l'apprenant. Et l'idée c'est justement d'accompagner les formateurs à prendre conscience des besoins, des spécificités des gens qu'ils ont en face d'eux, pour qu'ils puissent adopter une posture qui va se trouver en équilibre entre l'expertise, donc on ne renie pas du tout l'expertise du formateur, et la facilitation. Trouver un nouvel équilibre en fait, puisque le formateur qui va être juste là pour, le formateur un peu expert métier, qui va être là juste pour faire descendre des savoirs qu'on peut retrouver aujourd'hui en quelques secondes dans ChatGPT de manière beaucoup plus simple, argumenté, etc. Alors après, il faut vérifier la véracité, hein, va petit à petit perdre de sa valeur. Donc comment est-ce qu'on fait pour garder un intérêt, d'être formateur, d'apporter de la valeur à la fois à ses apprenants, mais aussi à soi-même, de valoriser son travail. Donc moi, un des modèles que je propose, c'est justement un double modèle, le modèle d'analyse de l'apprenant, de savoir qui j'ai en face de moi. Donc là, je m'appuie sur une soixantaine d'années de recherche en sciences cognitives pour évaluer une vingtaine de variables réparties en quatre familles. Et puis, le modèle d'action du formateur. Alors bien sûr, les deux sont liés, hein, qui repose sur un travail sur la posture et un travail de méthodologie. Et donc aujourd'hui, bah, on va parler, on n'a qu'une heure, donc c'est assez rapide. On va parler principalement donc de posture, mais c'est juste pour vous donner une idée que tout ça s'inscrit dans un cadre un peu plus vaste de prise en compte de qui j'ai en face de moi. Et ça, on va y revenir tout à l'heure dans le reste de l'atelier. Et puis un travail aussi de méthodologie, à la fois vraiment méthodologie pratique terrain, et puis aussi un peu plus macro, avec peut-être justement la prise en compte des IA dans l'activité pédagogique. Si on parle de posture, moi je suis chercheur à la base, donc en général j'aime bien définir les termes qu'on utilise. Une posture, c'est une manifestation physique ou symbolique d'un état mental. Donc en fait, c'est vraiment la manifestation de toutes nos expériences passées qui ont construit nos croyances, nos valeurs aussi, très important. Les valeurs sont fortement représentées justement dans la posture. C'est toute la manifestation physique de nos convictions, en fait, un petit peu. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer de passer un petit test qui va vous permettre d'évaluer votre posture. Alors, c'est un test qui a été étalonné auprès de 1400 formateurs en France. Donc, comme ça, vous aurez un résultat avec un rapport à la fin pour voir où vous en êtes en termes de positionnement. Et ce que je vous invite à faire, c'est de répondre vraiment de manière honnête, hein. On ne va pas explorer les résultats de Yann Cornu, de Angie Fava, de Audrey Moretti directement devant tout le monde, hein. Donc répondez pour vous, soyez honnête, essayez de rester concentré, ça dure 2 minutes. Quand vous répondez aux questions, référez-vous toujours à la même situation de formation. Si vous formez dans différents organismes de formation ou autres, essayez de vous référer à la même situation. Ce sera plus simple pour interpréter les résultats, sinon ça dilue un petit peu les choses. Voilà, donc le test va prendre 2 minutes, vous pouvez le passer, et puis on va ensuite débriefer un petit peu tout ça. Ok, on va reprendre. Alors pour ceux qui sont peut-être en train de finir, prenez votre temps, n'hésitez pas, vous m'écoutez en même temps, et puis pour les autres, bon appétit. Je vous laisse reprendre vos fourchettes, et puis je vais reprendre la parole. Donc vous inquiétez pas, on va regarder vos résultats juste après. Je vais juste vous expliquer un petit peu d'où vient ce test. Et puis, on va explorer un petit peu les facteurs justement de posture ensemble. Donc, c'est un test que j'ai créé suite à la lecture de cet article. C'est un article, donc c'est une méta-review.
C'est-à-dire que c'est un regroupement d'une cinquantaine d'études, d'autres études, qui regardent comment la posture du formateur va avoir une influence sur l'autonomie de l'apprenant, et qui montrent en fait que ça a un effet réel. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'en général, bon là, je voulais pas faire trop d'interactions avec vous pour pas vous embêter au déjeuner, mais en général, je demande aux gens quand même ce qu'ils entendent par posture avant de leur donner une définition, et puis lesquels ils mettent dedans. Et souvent, on a un peu les bateaux, la bienveillance, l'écoute, etc. Ce qui est très bien, mais c'est un peu flou, c'est pas très concret. Et ce que j'ai bien aimé avec cet article, c'est que justement, il montrait des choses assez concrètes. Donc l'idée, c'est que ça va venir développer l'autonomie de l'apprenant. L'autonomie en psychologie, c'est défini comme un besoin. C'est un besoin de s'approprier ces comportements, c'est-à-dire de les initier et de les réguler. Et en même temps, c'est vraiment quand on parle par exemple d'être acteur de sa formation, etc., bah ça fait partie de ça, quoi. Donc avoir des apprenants autonomes, vous allez voir, ça a aussi une influence sur l'engagement, c'est aussi avoir des apprenants plus engagés. Et ça, en tant que formateur, on aime bien. Ça a quand même plus d'impact. Cette étude, elle est intéressante parce que il montre que ça marche dans le monde entier et dans plein de cultures différentes. Donc c'est 50 études qui ont regroupent en tout plus de 40 000 apprenants, 1200 formateurs. Et ça marche à la fois sur des étudiants d'élémentaire, de secondaire, de supérieur, mais aussi sur des athlètes avec leur coach et des employés avec leur manager. Ça marche aussi pour des enseignants ou des formateurs. Donc ça marche vraiment dans plein de cas, c'est assez général. Et quand on voit les pays des études qui ont été impactés, on voit que c'est à la fois des pays du Nord, du Sud, d'Orient et d'Occident. Donc en fait, c'est quelque chose qui marche, qui est vraiment interculturel et qui marche dans toutes les situations. Donc c'est aussi l'intérêt de ces postures que l'on va voir. Alors, quels sont les bénéfices pour les apprenants? Bah, pour les apprenants, comme je vous disais, c'est une meilleure autonomie, un meilleur engagement, donc une meilleure agentivité, cette capacité à agir sur le monde, à devenir acteur de sa formation, une augmentation des motivations de plus haut niveau, les motivations intrinsèques, donc le fait de faire des choses par plaisir pour les faire parce qu'on aime ça. Une amélioration des performances scolaires pour le cas de la scolarité et puis de la performance au travail aussi pour les personnes salariées. Et un niveau de bien-être supérieur en termes bah justement, on retrouve la bienveillance, la satisfaction des besoins, etc. Ça va aussi, à l'inverse, permettre de faire diminuer les émotions négatives et les motivations les plus externes, c'est-à-dire les motivations contrôlées, donc par exemple de faire quelque chose pour éviter une punition ou pour obtenir un gain, qui sont des motivations à nous faire des choses, mais qui finalement ne sont pas les plus puissantes. Voilà, donc ça va les faire diminuer au profit des motivations qui vont permettre de faire les choses par pur plaisir. Pour tout ce qui est lié aussi aux environnements scolaires, tout ce qui est lié à la violence physique, au comportement de harcèlement, alors il n'y a pas que dans les environnements scolaires, hein, mais les relations problématiques qu'on peut aussi avoir en formation pour adultes avec des comportements égotiques par exemple, ça arrive. Tout ça va être amené aussi à diminuer quand un apprenant est face à un formateur qui met en place les 7 postures dont on a parlé. Ça a aussi des avantages pour les formateurs. Ça va développer la perception positive qu'ils ont de leur pratique de formation. Ça va développer aussi leur motivation à autonomiser leurs apprenants et à développer des pédagogies dans le futur qui vont être plus orientées sur l'apprenant. Et ça va aussi mieux les satisfaire dans leur pratique professionnelle. Ça va augmenter leur vitalité. En psychologie, la vitalité, c'est une mesure, un peu le ouf, quoi, à quel point, quand vous sortez par exemple de formation, vous vous dites, ah, j'ai fait une super formation aujourd'hui, je suis trop content, je me sens bien, je me sens vivant, voilà. Ça va aussi augmenter ces effets-là. La recherche nous montre que globalement, ça marche sur à peu près tous les formateurs. Il y a à peu près 10% d'entre eux qui vont pas forcément se retrouver dans ces postures pour des questions de personnalité ou de culture. Mais globalement, ça peut parler à tout le monde et quand on les travaille un petit peu, le changement reste sur le long terme. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant de manière globale. Je vais vous faire montrer un petit schéma pour vous montrer à quel moment la posture va avoir le plus d'influence sur l'apprenant. En vous parlant de l'engagement en formation, justement, alors je vous le fais de manière très très simplifiée, hein, parce que les métamodèles de motivation ont plein de boucles de rétroaction. Là, j'ai tout enlevé, j'ai juste redessiné. Donc vous avez un gros point rouge au milieu de l'écran, ça va être le moment d'engagement de l'apprenant. Au début, il y a ce qu'on appelle la motivation, que vous connaissez sûrement. Donc ça va être les motifs, pour quelles raisons je vais m'engager. Est-ce que c'est par plaisir? Est-ce que c'est parce que j'ai des copains qui sont en formation? Est-ce que la salle de classe est bien? Est-ce que c'est pour mes valeurs? Est-ce que c'est pour devenir plus compétent au travail? Ou est-ce que c'est pour éviter des problématiques? Par exemple, je discutais avec des formateurs d'école de la deuxième chance récemment qui me disaient qu'il y avait des étudiants, des élèves qui rentraient en formation pour éviter de dormir à la rue. Donc voilà, ça peut être un motif aussi qui n'est pas forcément hyper capacitant, qui va pas avoir beaucoup de puissance pour l'apprentissage, mais en tout cas pour la motivation globale. Et la confiance, ça va être le fait de croire que je suis capable d'y arriver. Si je ne pense pas que je suis capable d'y arriver, je ne vais pas m'engager dans la formation dans tous les cas.
Mais la motivation, c'est la première phase. Et la phase d'après, c'est peut-être la phase la plus importante encore que la motivation, c'est ce qu'on appelle la volition. Moi, j'appelle ça le syndrome de la salle de sport, c'est-à-dire on prend un abonnement, puis 3 mois plus tard, il n'y a plus personne. La volition, c'est vraiment la motivation dans le long terme, au long cours. Tout ce qui est lié à l'engagement, au fait de rester accroché quand ça devient difficile, quand ça devient long, etc. Et là, pour le coup, c'est pas les mêmes facteurs qui sont en jeu. C'est plutôt des stratégies vraiment conscientes, ordonnées. C'est du travail, c'est de la structure, c'est des comportements à mettre en place. Et là, pour le coup, c'est là où l'impact de la posture du formateur va vraiment avoir un impact. La partie motivation, on peut l'améliorer avec tout un travail sur la métacognition, la réflexivité, parce que, encore une fois, tout ça a des boucles de rétroaction. Donc, quand on finit un cycle volitionnel, on revient à une phase de motivation. Donc, on peut renforcer la confiance aussi en voyant les résultats qu'on a obtenus. Mais ça, c'est plus on le travaille avec de la réflexivité. Là où, au niveau de la volition, la modélisation du formateur va être vraiment importante et va vraiment avoir un impact. Donc c'était juste pour vous montrer un petit peu à quel endroit, et finalement c'est un peu la volition qui est souvent problématique avec nos apprenants, et donc c'est plutôt à cet endroit justement que la posture peut avoir un impact. Vous pouvez reprendre vos petits résultats et les lire à l'aune des descriptions de chacune des 7 dimensions que je vais faire. Donc la première, c'est de prendre la perspective de l'apprenant. Ça, c'est vraiment la base des 7. En fait, on pourrait dire 1 plus 6 parce que pour le coup, on la retrouve dans les 6 autres. C'est le fait de se mettre dans les chaussures de l'apprenant, de comprendre en fait comment la situation, la proposition pédagogique qui lui est faite est perçue et comment ça va l'influencer. Alors ça, après, ce que je vous disais, ça a de l'impact sur nourrir les intérêts, offrir des choix, démontrer l'utilité, accepter les émotions, utiliser un vocabulaire agentif et faire preuve de patience. On va revenir sur chacun des points un à un, donc ne vous inquiétez pas. Là où l'intérêt de cet article aussi, c'est de donner des petites recommandations sur quoi faire pour améliorer chacune des 7 postures. Alors, vous allez voir, toutes les recommandations ne sont pas forcément, ne cassent pas 3 pattes à un canard, mais je les ai quand même mises, mais en même temps, ça donne des pistes un peu concrètes qui sont utiles. Donc pour prendre la perspective de l'apprenant, s'entraîner à déprioriser sa propre perception. Donc ça peut être fait, on en reparlera dans Accepter les émotions avec de la CNV par exemple, la communication non violente. Utiliser des évaluations formatives pour savoir ce que les apprenants pensent. Évaluer les spécificités d'apprentissage et des apprenants. Donc ça c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure dans le modèle que j'ai créé sur le modèle d'évaluation de l'apprenant et le modèle d'action du formateur. Donc entre autres, j'ai développé des outils pour évaluer le profil de l'apprenant et comprendre qui il est pour pouvoir mieux l'aider. Donc voilà, demander du feedback, vraiment, c'est essayer de comprendre ce que l'apprenant vit, quels sont ses besoins, etc. Ça, c'est la base. Alors, quand on est en formation courte de 2 jours, c'est un peu compliqué. Quand on est sur des formations un peu plus longues, déjà, on peut déjà le faire. Supporter la motivation intrinsèque. Donc c'est ce que je vous disais, ces postures, elles vont aussi aider à l'autodétermination de l'apprentissage, entre autres par le fait de nourrir les intérêts. L'article nous dit proposer des activités d'apprentissage intéressantes. Ok, super, merci l'article scientifique, ça valait le coup d'écrire ça. Mais bon, au-delà de cette première activité, l'idée c'est aussi de faire des liens, d'amener l'apprenant à faire des liens entre ses intérêts, ses passions et ce qu'il est en train d'apprendre. Par exemple, ils disent suggérer des ressources qui pourraient intéresser les apprenants. En général, moi, ce que je fais dans mes formations, j'ai plutôt tendance à suggérer des personnes. Parce que les ressources, ça peut être aussi des personnes vivantes. Et je trouve ça plus sympa de dire, ah bah tiens, on va voir sur LinkedIn, il y a telle personne qui pourrait être intéressante, rentre en contact avec elle, etc. Donc voilà, ça peut être l'occasion de temps en temps de mettre des gens en lien pour nourrir leurs intérêts. Le deuxième point qui est hyper intéressant et hyper important, c'est le fait d'offrir des choix. Donc proposer à l'apprenant des choix qui l'obligent à penser, à réfléchir quelles sont les choses qui sont importantes pour lui. Et alors récemment, en refaisant cette conférence ailleurs, j'ai eu l'image de Matrix qui m'est venue. Je sais pas si vous avez vu Matrix, il y a Morpheus, il voit Neo et puis il propose pilule rouge et pilule bleue. Et ça, c'est un vrai choix, quoi. C'est-à-dire que le choix qu'il va faire va influencer son avenir. Et pour ça, pour que le choix soit bon, il faut que l'apprenant il soit suffisamment informé des conséquences que ça va avoir et qu'il soit suffisamment compétent pour faire le bon choix, quoi. Et ça, c'est pas rien. Alors après, je vous dis pas de mettre dans vos formations des choix toutes les 10 minutes qui vont changer la vie de la personne, c'est pas possible. Mais par exemple, quand on parle aujourd'hui avec l'IA de parcours adaptatif, on imagine de la micro-adaptation où les gens savent même pas qu'ils sont dans un parcours adaptatif et tout. En réalité, sur un parcours par exemple d'1 an, on peut proposer 2, 3 moments un peu clés un peu comme un livre dont vous êtes le héros, quoi. Vous avez le choix entre aller sur tel et tel parcours, avec telle et telle option, voilà les conséquences que ça va avoir, etc. Et ça, en fait, petit à petit, à force de proposer ce genre de choix à l'apprenant, ça va aussi l'aider à s'autodéterminer et à devenir acteur de sa formation.
Donc voilà pour la motivation. Donc j'imagine que vous voyez le lien entre les intérêts, les choix et la motivation. Là, on est vraiment sur des postures qui concrètement vont aider à développer la motivation des apprenants. Le deuxième point, c'est de supporter l'internalisation. Donc c'est un processus un peu de vicariance. On modélise sur la personne qui est souvent le formateur, ses valeurs, ses croyances, ses comportements, et pour développer des nouvelles compétences. Le premier, ça va être de démontrer l'utilité. Enfin, l'exemple qui me vient, c'est l'exemple du théorème de Pythagore en cinquième. Alors, j'étais avec des profs la semaine dernière, je crois que maintenant c'est en quatrième, je sais plus. Les théorèmes de Thalès ou de Pythagore, mais monsieur, ça va nous servir à quoi, quoi? Là, le prof, en général, il a un peu du mal à répondre, parce que c'est pas facile. Démontrer l'utilité, c'est important, mais en plus, il faut le faire selon le point de vue de l'apprenant. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, prendre le point de vue d'eux, c'était vraiment la base de tout. Parce qu'en fait, si on démontre l'utilité par rapport à notre vision des choses, l'apprenant, ça ne fera pas sens pour lui. Donc ça, j'avoue que c'est pas quelque chose de facile. Souvent, il vaut mieux le préparer en amont. Parce que si on nous prend sur le moment, en général, c'est un peu on peut être un peu déstabilisé de le fait de trouver un bon exemple, quoi. Donc sur quoi on peut s'appuyer? On peut s'appuyer sur des cas pratiques, des données à forte légitimité, donc par exemple un peu un argument d'autorité, quoi. Voilà. On peut jouer sur des leviers de motivation, comme justement le développement des compétences, de la performance et des relations sociales. Ça, c'est vraiment les sentiments liés à l'autodétermination des apprentissages. Ce sont des choses auxquelles on peut le relier. Et puis, comme je vous le disais, le relier selon la perspective de l'apprenant principalement. Voilà, donc démontrer l'utilité. Ensuite, on a accepté les émotions. Ça va être de reconnaître les émotions de la personne. Ça veut pas forcément. Une personne qui va se sentir reconnue dans ses émotions sera beaucoup plus engagée. Ça veut pas forcément dire qu'on a forcément le temps, l'énergie, la disponibilité pour adapter la proposition pédagogique qui est faite aux émotions de tous les apprenants qu'on a en face de nous. Si on peut, tant mieux, mais c'est pas le cas tout le temps, quoi. Donc déjà reconnaître ce que vit la personne. Et donc pour les personnes qui ont peut-être un petit peu de difficulté, qui veulent s'améliorer là-dessus, je vous invite à vous pencher sur tout ce qui est lié à la communication non violente, qui permet aussi de développer son vocabulaire émotionnel, parce que ça c'est la première étape dans l'intelligence émotionnelle pour reconnaître et gérer des émotions. Donc c'est développer le vocabulaire. On n'a pas beaucoup de vocabulaire pour décrire, on a quelques peut-être dizaines de mots pour décrire nos émotions de base, alors qu'en fait en termes de combinaison, il peut y en avoir des centaines. Donc voilà, ça c'est la première étape pratique pour s'améliorer dans la gestion et l'acceptation des émotions qui peuvent être en face de nous. Et puis, bah voilà, si on est prêt, on peut aller jusqu'à restructurer la proposition pédagogique qui est faite pour prendre en compte les aspects émotionnels qui peuvent être aussi positifs, hein, pas forcément que des émotions négatives, hein. Un point qui est un petit peu lié, ça va être aussi le fait d'utiliser un vocabulaire agentif. Donc agentif dans le sens de rendre, enfin, donner du pouvoir d'agir, donc rendre acteur. Ça va beaucoup passer aussi par le ton. C'est pour ça que je parlais, c'est un peu en lien avec les émotions. Souvent, on peut insulter quelqu'un en le vous voyant, alors que on peut dire des choses très polies en tutoyant quelqu'un. Et c'est vraiment beaucoup une question de ton et dans le vocabulaire qui est utilisé aussi. Par exemple, on va plus être dans le vocabulaire de l'invitation plutôt que dans le vocabulaire de la contrainte. J'ai une formatrice à qui je donnais une masterclass récemment qui me disait, bah, en fait, moi j'ai vu la différence depuis que je propose à mes apprenants, t'invite à faire l'exercice telle page ou veux-tu bien faire l'exercice, voilà, plutôt que fais cet exercice-là. Et elle nous racontait en fait que pour elle, elle voyait que en fait ces apprenants, ils rentraient pas en confrontation. Ça permettait d'éviter une sorte de rapport à l'autorité. Alors elle travaillait surtout avec des jeunes qui avaient une vingtaine d'années, hein. En utilisant ce vocabulaire-là, ça permettait en fait de sortir d'un espèce de conflit d'autorité qui faisait que ça rendait les choses plus difficiles en fait. Et souvent il y a cette phrase de Schwartz, qui est un grand pédagogue, qui dit les pédagogues ont souvent tendance à reproduire ce par quoi ils ont été eux-mêmes formés. Et donc si vous avez vous-même suivi des études il y a peut-être 30, 40 ans ou autre, peut-être que les formateurs à cette époque-là étaient plus effectivement dans l'injonction que dans l'approche un peu plus, une approche un peu plus ronde et invitante de vous faire travailler. Donc voilà, il faut faire attention peut-être à se surveiller dans la manière dont on reproduit peut-être les schémas qu'on a vécus. Et le dernier point, qui n'est pas mon fort, je vais être honnête, c'est pas là où je suis le plus fort en tant que formateur, et je reviendrai là-dessus juste après, c'est le fait de faire preuve de patience, de donner le temps et l'espace nécessaire à ses apprenants. Et il y a cette phrase que j'aime beaucoup, se rappeler de la valeur profonde que l'on accorde à l'autonomie de son apprenant, et que toute évolution conceptuelle ou comportementale prend du temps et de multiples répétitions. Alors, c'est une très belle phrase. Après, quand on a un programme et qu'il reste 5 minutes en fin de cours, c'est toujours un petit peu compliqué de laisser à Bob les 10 minutes dont il a besoin pour finir l'exercice. Mais c'est peut-être de manière plus pragmatique. Là, c'était un peu philosophique, c'est de ne pas anticiper les demandes d'aide et puis de ne pas chercher à accélérer le rythme. Même si c'est pas forcément facile tout le temps, on va être honnête. Donc voilà, j'espère que ça vous donne un éclaircissement de ces 7 postures.
Alors, comme je vous le disais, moi, faire preuve de patience, c'est pas forcément mon fort. On n'est pas censé être bon partout. On peut pas être bon partout. J'ai rarement vu des gens qui avaient 5 sur 5 au set posture. Alors, si vous y êtes, bravo. Mais c'est pas grave. L'idée, c'est d'avoir une petite pratique réflexive aujourd'hui, là, avec tous ensemble, sur justement où on en est, sur quoi on peut s'appuyer, c'est quoi mes points forts, et peut-être, si j'ai envie d'aller le travailler, c'est quoi mes axes de développement, quoi. Mais en tout cas, c'est au moins de faire le point et de savoir que ces postures-là ont un impact avéré scientifiquement sur la motivation et l'engagement de vos apprenants et leur autonomie aussi. Et peut-être que si vous voulez accorder du temps et de l'espace vous-même au travail de ces postures, bah, vous pouvez le faire. Voilà un petit peu, quand on parle de posture, ce que j'avais envie de vous dire, et puis j'espère que le test vous a amené quelques informations sur vous-même aussi. Alors, pour revenir un petit peu à l'IA, donc formateur IA vers une relation capacitante, je vous remets un peu ce schéma. Donc là maintenant, on le comprend peut-être un petit peu mieux, de voir que cette relation pédagogique, elle évolue et que le formateur va devoir en fait un peu peut-être se spécialiser parce que sinon l'IA va venir grignoter des fonctions didactiques, des fonctions pédagogiques et des fonctions support. Et donc le formateur va aussi se réduire le cœur de son métier peut-être un petit peu et qu'est-ce qu'il peut faire pour ça. Et donc, quand je vous disais une spécialisation, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que l'intelligence artificielle, elle est finalement assez bonne dans tout ce qui est lié à l'analyse des données, la détection des patterns, l'amélioration continue, des choses comme ça. Et nous, finalement, les humains, bah, on est bon dans, vous voyez, la sensibilité qu'on peut voir au travers de ces postures. Donc l'intuition, l'empathie, la compréhension du contexte, de l'apprenant, toutes ces choses-là, où là, l'humain est très bon et où, pour le coup, l'IA n'est pas très bonne aujourd'hui, quoi. Et donc, moi, ce que je vous invite, c'est pour ceux peut-être qui avaient un peu peur de voir leur métier de formateur disparaître ou se faire manger, de voir cette spécialisation vers une évolution de posture. Et si vous connaissez le terme VUCA, qui a été créé par l'armée américaine pour décrire un monde qui est de plus en plus volatile, incertain, complexe et ambigu, on peut voir que finalement les IA sont très bonnes à gérer la complexité et la volatilité. C'est-à-dire tout ce qui est lié à la complexité, c'est un ensemble de données énormes qu'on ne peut pas gérer, et la volatilité, c'est le changement très rapide de ces relations. Et les humains, eux, sont très bons à gérer l'incertitude et l'ambiguïté. L'incertitude, ça veut dire que c'est pas parce qu'on sait ce qui s'est passé hier qu'on sait ce qui va se passer demain. Donc les humains arrivent à envisager, les IA ne font que reproduire. L'ambiguïté, c'est justement toutes les situations où on manque d'éléments de contexte, etc. Les IA ont beaucoup de mal à gérer ça. Par exemple, c'est pas pour rien qu'en général, vous devez écrire 3 fois à ChatGPT avant qu'il vous réponde ce que vous voulez, parce que en fait, vous aviez plein d'éléments de contexte à vous qui étaient implicites et qui n'étaient pas explicites pour lui. Donc voilà, peut-être d'envisager de vous, en tant que formateur, vous professionnaliser, donc peut-être au-delà de votre expertise métier, mais d'aller vers justement cette expertise pédagogique de la facilitation, et pour gérer justement tout cet humain en fait qui est important. Et puis déléguer aux IA le reste de ce qui ne dépend plus de ça et d'accepter en fait de passer à autre chose à ce niveau-là, au niveau pédagogique, didactique et de support. Et donc ça, bah, c'est ce que je disais, en fait, apprendre à déléguer, ça va être tout un travail aussi, mais ça va nous permettre d'améliorer notre communication avec les IA en étant plus explicite sur notre pensée, dans la manière dont on la structure. Ça nous aidera aussi sûrement avec d'autres humains et aussi à étendre notre vocabulaire et donc peut-être aussi à mieux gérer nous-mêmes nos émotions, nos comportements, etc. Donc finalement, apprendre à déléguer aux IA, moi je le vois plutôt d'un point de vue positif pour que ça puisse nous aider aussi à améliorer nos propres pratiques. Pourquoi tout ça c'est important? Parce que c'est aussi la vitesse d'accélération de l'arrivée des IA qui fait que on n'a pas forcément le temps de changer rapidement, enfin on ne le prend pas, voilà. Et ça a des impacts, hein, on a des rapports du labor IA qui montrent que il y a déjà des grosses problématiques au travail qui ressortent avec l'IA. Donc comment on fait pour aller vers une IA capacitante plutôt qu'aliénante, c'est-à-dire qui nous donne du pouvoir d'agir, comme nous on aimerait le faire avec nos apprenants, pour éviter un désengagement relationnel, par exemple, dans le rapport, on peut voir aussi parfois qu'il y a déjà, plutôt que d'aller demander à Claude, à la comptabilité, une réponse à sa question parce que Claude, il sent pas très bon de la bouche, et ben on va plutôt aller demander à ChatGPT. Ça, c'est des vraies choses que les sociologues observent sur le terrain. Et donc il y a plein de problématiques comme ça qui émergent, beaucoup plus vastes que liées à la pédagogie, mais qui interrogent aussi notre relation en tant que professionnel à nos apprenants et puis à nos collègues. Juste là, je vous fais un petit partage.
d'une étude, je finirai là-dessus, d'une recherche-action que je suis en train de mener sur l'acculturation des organisations de formation à l'intelligence artificielle, qu'on a structurée en 4 parties: gouvernance partagée, formation des acteurs, avec entre autres par exemple la fresque des IA pédagogiques, le co-design d'usage et les intégrations techniques. Donc c'est vraiment quelles sont les règles qu'on établit chez nous pour travailler avec des IA correctement, comment est-ce qu'on apprend à les utiliser. Une fois qu'on a appris à les utiliser, c'est qu'est-ce qu'on en fait concrètement, comment est-ce qu'on design des usages qui vont être intéressants pour nous et comment on les capitalise dans l'organisation. Et ensuite, quels choix techniques on fait d'intégration. Et donc ça, c'est une recherche-action qu'on mène en ce moment, et donc avec des partenaires que vous voyez en dessous. Et donc si vous-même, vous avez commencé à déployer des IA de manière un peu technique et pédagogique chez vous, n'hésitez pas à me contacter pour faire des entretiens, pour créer cette méthode qu'on va sortir en Creative Commons d'ici la fin de l'année. Voilà, donc je vais m'arrêter là-dessus. Merci beaucoup Raphaël d'avoir accepté mon invitation.